Je vous remercie beaucoup de votre accueil. Alors, on a 30 minutes. Je vais essayer d'être le plus pragmatique possible parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux pour des gens qui participent à une telle conférence que de repartir avec des idées, des concepts et rien de pragmatique. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner une vision très réaliste du monde dans lequel moi je vis. Et j'ai toujours l'habitude de dire que je suis un autiste des données, puisque moi je suis avec des données toute la journée. Ce sont mes meilleurs amis, mais pour des personnes qui ne travaillent pas avec les données toute la journée, ça peut paraître un petit peu particulier, ce monde. Alors je vais essayer de le rendre réel, de faire en sorte que dans votre domaine d'activité, cela vous parle et que vous soyez à même également de repartir d'ici avec peut-être des réflexes. Pas forcément des connaissances, mais au moins des réflexes. Alors je travaille aussi dans le domaine de l'énergie, parce que j'ai été un des fondateurs et je suis un des administrateurs de Solar Stratos, donc peut-être que vous avez entendu parler de cet avion solaire avec Raphaël Donjean, cet avion qui va prochainement prendre son envol. Je ne vous ai pas mis mon pédigré pour que vous disiez que j'ai fait beaucoup de choses, c'est juste pour vous expliquer quelle est en fait ma réflexion. Aujourd'hui, j'ai à peu près atteint, en termes de droit, ce que je voulais atteindre. Il me reste encore des formations à faire, évidemment, mais j'en ai fait principalement actuellement à l'étranger, dans d'autres universités qu'en Suisse, parce que les programmes les plus performants sont actuellement en Angleterre, à Queen Mary et au Berkeley Center de l'université d'Harvard. Voilà, donc il a fallu commencer par des notions juridiques, et puis quand on traite des données, très rapidement, on vient vous dire « Ah, mais monsieur, vous ne connaissez rien, vous êtes un juriste, mais vous ne savez pas faire d'audit, alors il a fallu se former en audit. » Et puis après, en définitive, on vous dit « Vous n'êtes pas un ingénieur, vous ne connaissez pas le traitement des données, donc je suis en train de basculer, en fait, maintenant en formation micromaster aux États-Unis pour faire de l'ingénierie et de la sécurité informatique. » Parce que, si vous voulez, le point essentiel dans le traitement de toutes ces données personnelles, c'est vraiment la pluridisciplinarité. On se retrouve aujourd'hui avec des thématiques qui vont générer chez beaucoup d'intervenants la nécessité d'une réflexion qui soit synchronisée et globale. Alors, je vais être très bref avec les normes légales parce qu'il n'y a pas plus. Elles ont mieux qu'un panorama législatif, mais les données aujourd'hui, elles sont traitées, en tout cas dans le cadre du domaine du travail que j'ai pris comme exemple, aussi bien dans le Code des obligations que dans la loi sur la protection de données et ensuite dans son ordonnance d'application. Si je prends les données énergétiques, aujourd'hui, elles sont traitées dans la loi sur la protection des données. Alors, on parle beaucoup de Smart City, on parle beaucoup de possibilités de collecter des données pour améliorer des processus, pour faire des économies. Il faut savoir que tout ceci est un monde en devenir, qu'aujourd'hui, nous n'avons guère que quelques informations, notamment sur le site du préposé fédéral à la protection des données, en matière de Smart City, de Smart Grid, etc. Les compteurs intelligents ont principalement attirer l'attention des préposés, des régulateurs de par l'Europe, dont j'ai été, puisqu'on a dû se prononcer notamment sur des études dans le cadre de chauffage à distance ou autre. Donc je ne vais pas vous exposer les règles, je vais simplement vous montrer un petit schéma de la façon dont on devrait protéger dans une organisation les données. Alors c'est uniquement dans un cadre de travail, c'est-à-dire des relations de travail, et on ne parle pas encore des données de vos clients. C'est pour vous montrer la complexité d'un système tel que celui-ci. Donc nous avons un certain nombre de mesures techniques et organisationnelles dans l'entreprise, que vous connaissez certainement, puisque vous avez à utiliser et à appliquer ces mesures techniques et organisationnelles. Le problème de ces mesures techniques et organisationnelles, c'est qu'elles sont très générales. Si aujourd'hui je vous donne les normes, vous allez dire, comme à chaque fois qu'on parle d'un juriste, vous êtes de grands théoriciens, mais moi, je veux une réponse pratique. Moi, je suis avec cet ordinateur, je dois gérer les données de mes collaborateurs, de l'entreprise, je suis responsable RH, où est-ce que je mets mes barrières? À qui je donne les accès? Comment je contrôle les accès? À combien de reprises? Est-ce que je fais confiance? Est-ce que j'opère des contrôles inopinés ou des contrôles systématiques? Et c'est ça que vous allez attendre comme réponse. Eh bien, la loi ne vous permet pas d'avoir ces réponses, puisque, comme je vous le disais, ces mesures techniques et organisationnelles qui sont censées protéger les données, aussi bien à l'intérieur de l'entreprise que les données de vos clients, sont insuffisantes pour permettre à quelqu'un qui n'est pas aguerri à cette matière de respecter les exigences légales. On a fait de magnifiques normes, mais qui sont, comme les normes ISO, des normes qui, en tant que telles, sont une ligne, des best practices, des guidelines. Ça vous donne en fait une idée de la manière de procéder, mais personne n'est capable de répondre à la question topique, et c'est là tout l'ennui dans cette matière. L'autre élément, c'est que lorsque vous implémentez des normes internes à une entreprise ou des normes de protection de vos consommateurs, eh bien vous allez avoir
souvent besoin de faire appel à plusieurs personnes qui parlent un langage différent. Lorsque moi je parle avec un ingénieur, je m'adapte à son langage de manière à ce qu'il comprenne, avec ses mots à lui, ce que moi j'attends comme juriste, comme protection au sein de mon entreprise. Et il faut voir que des données qui peuvent paraître pour une personne tout à fait anodines ont une grande importance pour une autre personne. Je vous donne un exemple très pratique. On a eu un patron d'entreprise en Valais qui avait eu un compte Facebook créé à son insu par quelqu'un. Cette personne avait mis sa photographie et elle avait uniquement indiqué un statut marital. Je ne sais pas si vous êtes inscrit sur Facebook, on a plusieurs possibilités, c'est donc marié, célibataire ou c'est compliqué. Alors, c'est compliqué quand c'est mon fils de 15 ans qui met ça sur son statut Facebook, ça va très bien. Quand à 46 ans, je mets ça sur mon statut Facebook, ça va un peu moins bien. Les gens vont se dire, qu'est-ce qui se passe là, Sébastien? Alors, ce papa et patron d'entreprise s'est retrouvé avec ses enfants à l'école qui étaient interpellés par leurs camarades qui disaient, qui est-ce qui se barre? Qui est-ce qui a trompé qui part avec qui tu vas vivre et qui aura le droit de visite, l'entretien, etc. Et les enfants entrent à la maison en pleurant, en disant « Papa, maman, qu'est-ce qui se passe ?» Ce n'était pas du tout lui qui avait créé ce compte. Et donc, cette information qui pourrait paraître totalement anodine à nos yeux, elle a eu une importance au quotidien pour lui. Et puis, je vais vous donner une autre... parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Un autre exemple, moi, lorsque je me suis marié, j'étais marié il y a 3 ans. Avant, mon avocat m'avait dit, parce que j'ai été marié une première fois, m'avait dit, il faut changer ton statut marital. C'est marqué célibataire, tu vas avoir des gens qui vont t'écrire, ta femme ne va pas aimer, enfin ta future femme ne va pas aimer, change ton statut marital. Donc je suis avec des amis à un festival de cirque et je change mon statut marital. Et mon téléphone qui est là, il n'arrête pas de sonner. Je vois arriver des SMS, des téléphones, ma mère, mon frère, des messages de gens qui me disent mais c'est pas vrai, tu t'es marié, tu nous as rien dit, mais t'es cinglé. Parce que comme j'étais passé du statut de célibataire au statut de marié, sur ma page Facebook est apparu un statut « Sébastien s'est marié aujourd'hui ». Alors ma maman, elle m'appelle en disant « Tu m'as même pas invité, mon frère, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu fous ?» etc. Et donc je me suis retrouvé avec des centaines de messages de gens qui disaient voilà, soit bravo, soit mais avec qui tu te maries. Voilà. Cette information-là, elle a une importance. Si maintenant on modifie le statut marital de quelqu'un, peut-être que ça va influer. Alors dans le domaine de l'énergie, on pourrait tout à fait imaginer quelque chose de très pragmatique. Moi, dans mon immeuble, j'ai malheureusement un de mes voisins qui n'arrive pas à payer son électricité. Et j'ai un immeuble où j'ai mon étude, donc j'ai beaucoup de personnes âgées. Et donc, eh bien, ces personnes âgées, elles ont beaucoup de temps, évidemment. Alors elles furettent, et puis elles vont dans le bâtiment, puis elles viennent me voir en me disant « Monsieur Fanti, il y a une boîte bizarre sur le panneau électrique en bas, est-ce que vous pourriez venir voir ?» Puis évidemment que c'était plombé. Bon, bah ça, c'est une information sensible. Parce que ça veut dire que la personne qui n'a pas réussi à payer son électricité, cette donnée-là, en tout cas, on a déjà essayé de recouvrer ce montant, voire même on a déjà notifié des poursuites. Les poursuites, ce sont des données sensibles. Donc, tous ces éléments-là qui peuvent paraître tout à fait ordinaires dans l'activité qu'exerce un fournisseur d'énergie ou il n'y a pas uniquement les fournisseurs d'énergie qui ont des données sensibles de ce type-là, aussi dans le domaine du travail. Il faut faire extrêmement attention et il faut à chaque fois réfléchir. Je donne un autre exemple. On a eu une loi sur les violences domestiques qui vient d'être adoptée dans mon canton où, par exemple, lorsque vous avez quelqu'un qui est violent, il a la nécessité de suivre une thérapie. Immédiatement, la police intervient. Ensuite, cette personne doit suivre une thérapie. Et puis, on me consulte comme préposé en me disant « Oui, mais est-ce que ça pose un problème ?» Puis je dis « Non, ça ne pose pas de problème tant que le consentement de la personne n'est pas nécessaire puisque c'est une obligation légale. Par contre, j'ai exigé que les factures, parce que si vous voulez, normalement, la personne qui suit cette thérapie doit payer sa facture. Et si elle ne paye pas sa facture, ça va passer peut-être à un autre service de recouvrement de l'État. Puis peut-être bien que sur la facture, on verra, je ne sais pas moi, séance thérapeute, violence domestique. Ça ne va pas. La personne qui recouvre le montant pour l'État n'a pas à savoir qu'une personne X ou Y a dû suivre une thérapie pour des violences domestiques. Donc on doit faire en sorte que le processus anonymise de façon totale dans un cas comme celui-ci, puisque évidemment il y a une procédure qui est en cours, donc les données sont très sensibles. Et souvent ce sont ces détails-là qui font la différence. On y reviendra tout à l'heure avec quelques exemples. Donc nous, on a la possibilité d'avoir soit un conseiller en protection des données à l'intérieur de l'entreprise,
ce qui nous libère d'un certain nombre d'obligations légales, soit de faire certifier l'entreprise, qui va devenir de plus en plus la règle. Donc, pour ces mesures techniques et organisationnelles, on a un préposé fédéral qui gère toutes les relations entre les privés en Suisse, puis les préposés cantonaux comme moi gèrent toutes les relations avec les administrations publiques, avec toutes les entreprises para-étatiques. Enfin, il y a plusieurs éléments, mais en gros, le public, c'est chez nous, le privé, c'est chez le préposé fédéral. Donc, il a émis un guide. Ce sont des bonnes pratiques, donc il va répondre à un certain nombre de questions. J'ai pris l'exemple de l'employeur. Qu'est-ce que je peux traiter? Comment je dois procéder? Est-ce que je dois renseigner mes employés sur les traitements? Est-ce que je dois enregistrer les fichiers du personnel? Et combien de temps je peux garder les données? Ça a un impact très important, non seulement lorsque les personnes sont en exercice d'une activité professionnelle ou lorsque ces personnes sont vos clients, mais aussi lorsqu'elles décèdent. Parce qu'imaginez que tout à coup, vous ayez une deuxième épouse qui intervient, une concubine, des enfants d'un premier lit, d'un deuxième lit, puis que chacun, tout à coup, veut avoir accès à des données. Alors vous me direz, les données énergétiques, on n'a peut-être pas vraiment forcément tout le monde qui a envie d'y accéder, mais des données médicales. Vous avez une personne qui meurt sur la table d'opération, tous ses proches et familiers vont tenter de savoir si cette opération s'est déroulée selon les règles de l'art, et on aura de plus en plus d'accès à ces données. Et donc, pour la succession numérique des données, on est en train de préparer des normes. La norme actuelle, c'est l'article 12 de l'avant-projet de loi sur la protection de données qui donnera aux héritiers beaucoup de droits. Mais le problème, c'est que si les héritiers ne s'entendent pas, ça va être une véritable guerre des données pour savoir qui accède et surtout ensuite qui peut autoriser l'effacement des données. Donc là, on a une nécessité, si vous voulez, pour les personnes de préparer leur succession numérique. C'est une toute nouvelle façon de travailler. La Mobilière vient de lancer un produit qui allie ses produits d'assurance avec la possibilité d'avoir ce testament numérique qui va dire que, si je prends mon cas, par exemple, Maxime va hériter de ma bibliothèque iTunes, Théo va hériter de mes films, Zialou va hériter de, je ne sais pas moi, de mes photographies numériques, et Tim va hériter de mes albums de BD numériques. Tout ceci doit faire l'objet d'une analyse et va devoir également faire l'objet de la part de toutes les entreprises de ce pays d'une prise en considération des intérêts. Je vous ai pris quelques petits exemples pour que vous voyez concrètement comment ça marche. Je ne sais pas comment ça se passe à Lausanne ou dans le reste de la Suisse romande. Je prends le cas de Sion. On a beaucoup d'établissements publics de restauration qui ont installé des caméras. Alors, ces caméras filment les abords de l'accès, les terrasses, tous les lieux où on pourrait avoir des valeurs mobilières, on pourrait être sujet à des vols, à des déprédations, mais aussi on a des chefs qui filment les cuisines, qui filment les accès aux toilettes, et ça, évidemment, ça pose un problème. Donc, aujourd'hui, on doit régler ce problème. Alors, on a décidé, c'est l'inspectorat du travail qui est compétent pour le régler. Il faut savoir que si l'inspectorat du travail parvient à la conclusion qu'une personne fait l'objet d'une observation permanente dans le cadre de son travail, cet inspectorat peut même faire démonter les caméras de surveillance aux frais du propriétaire de l'établissement, ce qui ne s'est pas encore vu, mais qui va très probablement prochainement arriver, selon les informations que j'ai, parce que nous avons eu trop d'excès. Donc là, également, c'est un problème. Trouver, si vous voulez, le point d'équilibre entre la collecte des données qui permet de sécuriser une zone, que ce soit aussi bien une zone d'approvisionnement énergétique, ou alors, par exemple, un laboratoire, où on peut avoir des valeurs qui ne sont pas forcément celles auxquelles on pense. On pourrait avoir un métal qui est très recherché parce qu'en rupture de stock sur le marché, on pourrait avoir des voleurs qui essaient de se l'approprier. Est-ce qu'on a le droit de mettre des caméras? Jusqu'où ça va? Est-ce qu'on a le droit d'en mettre dans des déchetteries, dans des piscines? L'autre élément, c'est au quotidien, la difficulté, lorsqu'on fournit des outils de travail à ses collaborateurs, de les rassurer par rapport aux données collectées, parce que si demain matin j'installe Windows 10, alors moi c'est pas ce que j'ai chez moi à l'étude, j'ai du Mac, mais on s'est fâché avec Windows dans le canton du Valais. Moi j'ai émis une recommandation de l'interdire dans les écoles publiques le temps qu'on négocie avec Windows. On a réussi à avoir un accord, c'est le préposé fédéral qui l'a négocié avec Windows pour avoir 2 mises à jour majeures au niveau mondial. C'était pour moi une réussite, parce que le problème, c'est que demain matin, j'ai un collaborateur qui me dit « Mais patron, est-ce que vous pouvez m'assurer, puisque vous m'autorisez à utiliser mon clavier, mon ordinateur à des fins privées pour envoyer des emails ou surfer pendant mes pauses, est-ce que vous pouvez m'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de voir ce que je tape ?» Réponse, non. Je ne peux pas vous assurer de cela. Donc, je manque à mon devoir d'employeur. Donc, si je manque à mon devoir d'employeur, eh bien, quelque part, je pourrais faire l'objet de la part de ce collaborateur d'une action. Je donne aussi un autre exemple sur les données personnelles, le danger pour l'employeur de mettre à disposition de ses collaborateurs donc des services sur le téléphone du collaborateur, ça s'appelle le Bring Your Own Device. Donc c'est je permets à mes collaborateurs qui ont leur téléphone,
Je peux participer à l'achat du téléphone, je peux participer à l'abonnement. Donc d'utiliser ça à des fins professionnelles, moi je suis intimement convaincu qu'il ne faut pas le faire pour une raison très simple, c'est que demain matin, je me fais licencier par mon employeur, j'ai un avocat qui connaît un peu la loi, il va dire, mais écoutez, je peux vous prouver que j'ai reçu des mails au-delà de 18 heures, pendant mes vacances, que j'ai dû répondre à ces emails, que j'ai reçu des SMS sur mon téléphone, donc je n'ai pas eu de vacances, donc vous me devez mes vacances, donc tous les travaux opérés au-delà de l'heure légale, ce sont des travaux que vous allez devoir rémunérer en heures supplémentaires. Le premier employeur qui passera la casserole, eh bien, ça fera jurisprudence pour tous les autres. Et donc, moi, je suis totalement favorable à ce qu'on déconnecte automatiquement les collaborateurs de leurs ordinateurs à partir d'un certain moment dans la journée. Il n'est pas possible, ça se passe déjà dans les grandes entreprises, Volkswagen, sauf erreur de ma part, l'a introduit. Cette obligation de déconnexion qui a été introduite légalement en France, elle a un but, elle a aussi pour but de protéger non seulement la santé des collaborateurs, mais également l'intérêt de l'employeur. Il ne faut jamais oublier que c'est toujours à double tranchant la gestion des données. Je voulais vous parler aussi du phishing parce que peut-être que certains d'entre vous en ont été victimes ou vont en être victimes. C'est un peu le problème principal et récurrent que nous avons actuellement en matière de cybercriminalité. Vous avez des gens qui vous envoient un email, qui se font passer pour votre banque, votre poste ou votre fournisseur DHL et qui, par ce biais, accèdent à vos comptes et vous spolient de certains montants. Nous avons eu plusieurs cas dans lesquels on a représenté des entreprises qui ont perdu jusqu'à plusieurs millions. Il faut savoir que la difficulté, et là je ne voulais pas émettre un propos qui soit ensuite considéré comme antagoniste vis-à-vis de l'autorité, la justice, la police, sans pouvoir vous démontrer ce que je disais. Donc j'ai été sur le site officiel des forces de police en relation avec le phishing en Suisse, où j'ai imprimé, c'est la partie gauche des 3 prochaines slides, ce qui est donc exposé par les autorités relativement à ce phishing. Donc, on vous décrit tout d'abord le type d'attaque. Le point faible est évidemment l'humain, puisque c'est une personne qui va cliquer sur un lien, puis qui va ensuite permettre à des pirates de prendre le contrôle soit de l'ordinateur, soit le contrôle de compte bancaire. On pourrait également penser à des ransomware, c'est-à-dire ces petits logiciels qui s'installent sur un disque, qui le cryptent, et vous devez payer pour décrypter. Donc on n'a pas de normes pénales particulières pour lutter, mais par contre, on pourrait imaginer que plusieurs normes autres s'appliquent. Voilà, ce serait la soustraction de données. J'ai piqué des données sur l'ordinateur de Sébastien, j'ai accédé à son compte bancaire, j'ai commis un dommage à la propriété en endommageant son disque dur, j'ai par exemple utilisé cet accès pour voler, etc. Alors je vous lis ce que dit donc la centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information suisse sur ce qui pourrait se passer si vous étiez victime de phishing. L'instruction des cas est souvent vouée à l'échec. Donc dans ce pays, le phishing, en fait, il fait l'objet d'une compétence du ministère public de la Confédération. Mais les gens vont déposer des plaintes auprès des procureurs de leur canton qui ensuite transmettent les dossiers. Donc en réalité, vous pouvez effectivement remplir un formulaire ad hoc, mais c'est sauve-toi, ou aide-toi et le ciel t'aidera. Il faut se débrouiller tout seul. Et c'est vraiment un problème, parce qu'aujourd'hui, l'autorité n'est pas capable d'assurer la protection des entreprises de ce pays contre ce fléau. Et ces entreprises, pour vous dire ce qu'elles font, parce que dans les cas que nous avons, on doit intervenir. Nous, lorsque nous sommes constitués pour des cas de phishing importants, on va mandater, donc on va mettre la banque sous pression en disant, écoutez, est-ce que vous avez bien pris toutes les mesures de précaution? Est-ce que cet ordre fait partie des ordres ordinaires que notre entreprise a donnés? Si tout à coup, vous n'avez jamais payé un franc à Hong Kong, il y a 150 000 $ qui partent sur un compte à Hong Kong, la banque, elle est responsable quand même de mettre en place un système d'alerte qui va lui permettre de dire, écoutez, est-ce que c'est bien vous qui donnez cet ordre ou pas? Et puis ensuite, une fois qu'on a mis la banque sous pression, puis qu'on sait où l'argent a été versé depuis le compte de la personne qui est la victime, on mandate des avocats dans le monde entier. Là, actuellement, on en a mandaté peut-être une dizaine dans un cas. Ça génère des frais qui sont considérables, de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de francs. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. La police ne peut pas vous protéger. La justice, il y a un premier cas de phishing qui va être jugé par le tribunal pénal fédéral, mais c'est un cas sur 200 qui sont annoncés, qui vont au bout de l'instruction. Donc, de ce point de vue-là, en termes de protection des données de l'entreprise, il n'y a qu'une seule solution. Ça consiste à former les collaborateurs, à avoir des gens qui viennent dans l'entreprise, qui leur apprennent les bonnes pratiques, à assurer le risque juridique
à avoir une assurance juridique qui va couvrir le risque d'être victime du phishing, c'est-à-dire qui va payer les avocats qui vont ensuite récupérer l'argent, parce qu'on arrive à récupérer l'argent sur des cas très importants où on a eu plusieurs millions de francs qui ont été volés, on a réussi à récupérer jusqu'à 80 ou 90% des sommes. Mais si vous êtes une petite entreprise, puis que vous êtes victime de phishing, et puis que ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas de budget pour vous défendre, parce que vous avez déjà 30 000, 40 000 francs qui sont partis du compte en banque, puis vous n'avez plus de sous pour payer vos avocats, et en tout cas pas pour en constituer un à l'étranger, eh bien, souvent, c'est un risque systémique, c'est-à-dire que l'entreprise risque de faire faillite. Et ce sont des cas qui sont déjà arrivés. Donc, le conseil qu'on peut donner aux entreprises, c'est vraiment de travailler sur l'humain, aussi de conclure ces assurances de protection juridique et perte d'exploitation et autres, lorsqu'on fait l'objet notamment de ransomware. Parce que moi, lorsque j'ai quelqu'un qui me téléphone comme avocat, puis qui me dit « j'ai une menuiserie de cette personne, j'ai mes ordinateurs qui sont bloqués, ces 7 personnes ne peuvent pas travailler, elles me coûtent tant par jour », et puis que je dis à la personne « mais en toute honnêteté, monsieur, combien vous demandent les pirates ?» Puis qu'il me dit $500, c'est ce que je lui dis. Je lui dis « payez. La justice ne peut rien pour vous. La police ne peut rien pour vous, payez. » Alors, il y a des gens qui vous diront « ne payez jamais », je lis ça partout, tout le temps. Alors, effectivement, il y a des sites qui permettent d'essayer de décrypter vos disques durs. Alors, il faut le faire. On a tout un processus pour essayer effectivement de décrypter le disque dur, de récupérer les données. Mais si ensuite ça ne fonctionne pas, vous allez aller expliquer comment un patron d'entreprise qui paye des salariés qui ne peuvent pas travailler, que oui, la justice, elle n'a peut-être pas que ce dossier-là, qu'il n'est peut-être pas prioritaire, et puis qu'en réalité, les auteurs, on les arrêtera peut-être jamais. Non. Je crois qu'il faut être très pragmatique dans ce genre de situation et donc il faut vraiment se fier à ses propres ressources. Voilà, je voulais aussi vous parler d'un petit cas pour vous donner aussi une information sur ce que peuvent être les données au quotidien. On a une commune valaisanne qui a fait l'objet d'une perquisition et dans le cadre de la perquisition qui a eu lieu par un procureur, moi je suis intervenu comme avocat de la commune et il y a beaucoup d'emails qui avaient été pris par les policiers et les personnes concernées, si vous voulez, n'avaient pas participé à la procédure de levée de scellés. Moi j'ai demandé les scellés, j'ai dit écoutez, ces données-là, il y a des secrets de fonction, il y a des secrets professionnels, il y a des données personnelles, ces gens on les a autorisés à surfer, donc on ne peut pas aujourd'hui arriver et dire écoutez, vous n'avez plus le droit à rien parce qu'il y a une procédure pénale, on va ouvrir tous les emails comme c'était initialement prévu. Donc les gens se sont constitués, un avocat, ils ont dit nous on aimerait participer à la levée des scellés. En clair, on aurait aimé être là pour ouvrir les emails et pour voir si c'est un email privé ou professionnel. Et puis là, le ministère public n'avait pas pris d'avis, mais enfin il y avait le TMC TAPEM, le tribunal qui a dit ah non, vous n'avez pas qualité de partie, parce que c'est trop tard, vous deviez vous annoncer avant. Et le tribunal fédéral nous a donné raison en disant ceci. Il n'est pas exclu que des documents ou des mails personnels relevant de la sphère privée et sans rapport avec la procédure pénale aient été saisis et mis sous scellé puisqu'ils étaient libres, en fait, puisque le recourant était libre d'utiliser la messagerie professionnelle à des fins privées. Donc en clair, pour être très pragmatique, lorsque vous laissez des gens utiliser la messagerie à des fins privées, même si la police vient et que vous êtes l'employeur, vous devez dire pose de scellé. Parce que moi, je ne sais pas ce qui se passe dans cette boîte. Mon collaborateur, il peut avoir une maîtresse, le cancer, piquer dans la caisse de son club de pétanque, être homosexuel, je ne sais pas, avoir l'intention de nous quitter et puis de partir dans une entreprise concurrente. Donc je suis obligé de protéger ces données. Et ces données-là, puisque je l'ai autorisé à utiliser sa messagerie à des fins privées, elles ont une importance. Et à défaut, si je ne protège pas ces données, il pourra se retourner contre moi. Je voulais ensuite vous parler du règlement européen sur la protection des données parce que personne n'en parle. Donc ça, c'est le petit livre qui est sorti aujourd'hui. On l'a écrit avec mes collègues. Il fait plus de 500 pages. Alors c'est certes un règlement européen donc, qui va unifier la protection de données pour toute l'Union européenne avec un certain nombre d'obligations qui sont plus importantes. Maintenant, le problème, c'est qu'on a un article 3 dans ce règlement européen qui dit que lorsque des données, par exemple dans le cas de l'offre de biens ou de services, sont transmises à l'Union, vous êtes également soumis à ce règlement. Donc des entreprises suisses vont être soumises au règlement européen en matière de protection des données. Alors on a quelques exemples. On a un suivi de comportement des personnes, si vous avez par exemple un shop, et puis que vous regardez ce que font les gens. Je vous ai pris quelques exemples. Numéro de contact avec indicatif international, suivi des internautes lors de leur navigation sur le web, couplé avec des techniques de traitement visant à déterminer un profil. Donc pour être tout à fait clair, aujourd'hui, alors que personne n'en parle, dans moins d'un an, on a un règlement européen sur la protection de données qui pourrait s'appliquer à votre entreprise, avec des obligations beaucoup plus étendues que les obligations actuelles en Suisse et des sanctions beaucoup plus étendues. Comme le champ d'application n'est pas clairement circonscrit, on ne sait pas
réellement qui va être soumis ou pas. Donc il faut faire une analyse pour savoir si l'entreprise est soumise ou pas. On doit appliquer le principe de précaution. Et puis, par défaut, si on ne sait pas, on applique les standards les plus élevés. Vous allez très rapidement comprendre ce que ça signifie en pratique. En pratique, si vous êtes soumis à ce règlement européen, vous allez devoir avoir un représentant dans l'Union européenne. Celui à qui on notifiera les conséquences d'une violation. Si vous perdez des données, vous devrez par exemple annoncer à toutes les personnes qui en sont victimes que vous avez perdu leurs données. Et puis, je passe très rapidement relativement aux actions pour vous dire quelles sont les conséquences. Les conséquences, c'est au maximum 20 millions d'euros par cas ou 4% du chiffre d'affaires annuel brut du dernier exercice. C'est ça l'amende. Aujourd'hui en Suisse, nous n'avons aucune amende pour la violation de la loi sur la protection de données. L'avant-projet de nouvelle loi, moi j'étais membre de la première commission d'experts, prévoit une amende de 500 000 francs par cas. Donc, en clair, et je ne suis pas là pour faire du catastrophisme, je suis juste là pour dire aux entreprises qui sont ici présentes aujourd'hui, posez-vous la question de votre soumission ou pas à ces nouvelles règles européennes. Si vous travaillez avec l'Europe, si vous avez une succursale, c'est certain. Si vous avez beaucoup d'échanges avec l'Europe, c'est certain que vous serez soumis. Et si vous êtes soumis, vous devez absolument vérifier que vous respectez cette nouvelle législation européenne, parce qu'à défaut, eh bien, vous risquez d'avoir des sanctions qui seront très importantes. Alors, je vous donne un exemple de ce que nous, on a créé comme route pour la conformité. Donc ça, c'est toutes les étapes qu'on a mis en place au sein de notre réseau pour savoir si une personne est conforme ou pas. Je ne vais pas vous passer les étapes, ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est très compliqué. Ça veut dire que je vais venir chez vous, je vais vous demander quel est votre business, quelles sont les données que vous traitez, par qui elles sont traitées, où est-ce qu'elles sont transmises, etc. Et je vais essayer de vous dire, dans un premier temps, quel est votre niveau de maturité, c'est-à-dire est-ce que vous appliquez la loi correctement ou pas, et ensuite on va vous proposer des actions correctrices. Ça coûte très cher, l'implémentation de ce règlement européen, donc ça c'est aussi un coût qui va être important pour les entreprises suisses l'an prochain, puisqu'on sera au mois de mai 2018 directement avec cette application. Et ça coûte non seulement cher pour la stratégie et les procédures juridiques, mais également pour les outils et l'organisation de l'entreprise. Alors je vous ai mis quelques-unes des principales nouveautés, mais ce que je voulais vous mettre, c'était ceci. Donc actuellement, nous, on a travaillé avec une intelligence artificielle, une intelligence algorithmique, donc c'est le siège de Paris qui gère cet aspect des choses, pour pouvoir fournir aux entreprises un certain nombre de prestations, dans des contrats qui sont évolutifs, qui se créent en fonction de vos besoins et qui sont gérés par cette informatique particulière. Le but de l'opération aujourd'hui, c'est de savoir si vous êtes à un degré de maturité qui vous permet de répondre aux attentes du droit de la Suisse, de l'Union européenne. Si vous avez un doute, vous adoptez toujours le plus haut niveau de conformité. Et je le dis toujours, ce qui est important aujourd'hui, c'est de minimiser la collecte de données. Les données qui ne nous servent pas, on ne les collecte pas. On est dans un trend inversé, c'est-à-dire qu'auparavant, on collectait beaucoup de données pour avoir des données statistiques, pour améliorer des processus, etc. Aujourd'hui, les avocats dans l'Union européenne disent à leurs clients « Arrêtez de collecter des données. Si ça n'est pas nécessaire, ne les collectez sous aucun prétexte. » Avoir des données, c'est avoir des problèmes aujourd'hui. Et ça signifie très clairement que nous allons devoir changer de paradigme, passer à un paradigme, comme je vous l'ai indiqué, qui sera un paradigme de minimisation, réfléchir à ce pourquoi on utilise ces données et savoir, notamment dans le domaine de l'énergie, si elles sont réellement importantes ou pas. Et je terminerai pour être dans le délai et respecter le temps qui m'a été imparti, pour vous dire que pour moi, la dématérialisation, c'est quelque chose qui a d'énormes avantages. Je donne un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Via Sicura, peut-être que certains ont déjà été victimes. Donc, moi, quand j'ai vu Via Sicura, je me suis dit, il y a quelque chose à faire pour Via Sicura. Donc, je dois pouvoir traiter tous les cas de Via Sicura dans ce pays et je vais donc créer une Legal Tech. Ce que j'ai créé, elle s'appelle l'Excar. Donc, j'ai engagé un expert que je considère comme le meilleur dans ce pays. Puis, je me suis dit, voilà, moi, j'ai des clients qui sont à Lausanne, Genève, Saint-Gall ou Berne. Et puis, comment est-ce qu'il faut faire pour que ces clients puissent être servis sans jamais venir dans mon étude qui est à Sion, c'est-à-dire loin de chez eux. Voilà. Alors, on a créé, en fait, une étude virtuelle complète qui va être lancée dans un mois, qui permettra simplement de faire une photo de l'amende ou du retrait de permis, de l'uploader. Le site est déjà actif, mais il n'est pas terminé, c'est une version bêta. Vous uploadez, ensuite vous avez un avocat, un prof d'Uni, en l'occurrence, un chargé de cours, quelqu'un qui est très compétent, qui va arriver, puis qui va vous dire, voilà, vos chances de succès sont de temps, le coût de la procédure, c'est temps. Vous ferez ça soit en vidéoconférence, soit par échange de messages, comme sur votre téléphone iPhone, et puis il va traiter la procédure entièrement de manière virtuelle. Vous ne le verrez jamais.
Peut-être qu'un jour, vous le rencontrerez pour boire un café parce que vous serez content du résultat. Mais cette virtualisation-là, eh bien, elle est extrêmement intéressante dans toutes les procédures où on n'a pas de nécessité de comparaître personnellement, d'aller quelque part, devant un juge, devant une autorité. Et donc, il y a, je pense, un moteur de croissance qui est important, pour autant toujours qu'on soit très attentif à cette collecte des données. C'est aussi pour ça que je vous ai mis que si vous voulez voir des choses changer, c'est vous qui devez être le changement. Il ne sert à rien de dire aujourd'hui, écoutez, je ne suis pas content de Viasicura, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour lutter. Peut-être que si vous réunissez des compétences, vous mettez en place des sites d'information pour dire aux gens faites attention à ça, 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 parce que voilà les conséquences, vous aurez déjà fait une partie, vous aurez déjà résolu une partie de votre équation. Voilà, puis je terminerai simplement pour vous dire, donc j'ai pris le livre pour ceux que ça pourrait intéresser, donc on en a déjà plusieurs qui ont été publiés sur cette question de la réglementation européenne. Moi, je ne suis pas là pour vous dire, c'est la fin du monde demain. Je suis là pour vous dire, aujourd'hui, en sortant de cette salle, j'ai une question à me poser, c'est celle de savoir si je suis en conformité, quelle que soit l'activité que j'exerce. Que je sois boulanger, que je sois pâtissier, que je sois peintre, que je sois électricien, que je sois avocat, tout le monde doit se poser la même question. Moi, je me la pose, je vais passer en conformité RGPD, donc je vais mandater des experts européens pour faire passer mon bureau en conformité, pour être dans la norme, parce que charité bien ordonnée, comme je vous l'ai dit, commence par soi-même. Et puis ensuite, j'attendrai 2018 pour savoir ce qui va se passer. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on n'a personne qui parle de cette thématique-là. Même au niveau fédéral, il n'y a personne qui s'inquiète du sort des entreprises. Mais le jour où vous aurez 200 000 € d'amende à payer parce que vous avez des données qui ont été mal protégées, puis un client étranger qui s'est plaint, vous en parlerez, ça c'est sûr, de ce problème-là, parce que c'est un problème qui ne pourrait pas arriver en Suisse. Moi, si je tire l'oreille à quelqu'un, j'ai tiré l'oreille à une administration dans un dossier électronique du patient, même si je suis très fâché, je me mets en colère, je trépigne, je ne pourrai rien faire d'autre que de recommander des changements. Vous comprenez? Je ne peux pas les sanctionner. Et le préposé fédéral aujourd'hui ne peut pas les sanctionner autrement que par une recommandation, c'est-à-dire une mise en garde. Je suis une tour de contrôle des données. Je ne suis pas dans l'avion, je le dis toujours. Je peux dire au pilote qu'il a un nuage devant lui. Je peux lui dire qu'il y a une montagne devant lui. Si le pilote ne change pas de direction, qu'il n'opère pas une modification de sa trajectoire au moyen de son manche, je ne pourrai rien faire. Eh bien ça, c'est fini. Ça, c'est terminé. Et même en Suisse, on se dirige vers une culture en matière de protection des données qui sera plus restrictive et qui sera plus condamnatoire qu'actuellement. Donc c'est la raison pour laquelle, sans catastrophisme, mais en étant serein, je pense qu'il faut vraiment envisager maintenant ces données sous cette forme-là. L'autre élément aussi que j'aimerais dire pour terminer, je vous promets qu'ensuite je suis très bavard, mais je cesserai. Moi, comme préposé, je dis toujours à mon gouvernement, si Sébastien Fanti sert à venir dire ce qui ne va pas, il ne sert à rien. Il ne faut pas me payer. Faut me virer, puis vous ne mettez pas de préposé. Si Sébastien Fanti sert à monter le niveau général de protection des données personnelles, et ainsi à attirer des entreprises qui seront sensibles à cet argument, ainsi à faire venir des firmes étrangères qui, dans leur pays, n'auront quasiment pas de protection de données parce que leur gouvernement pourra accéder aux boîtes mail des citoyens très simplement, si on est capable de montrer qu'on a une ingénierie en matière de protection des données, un savoir-faire comme l'ont été les banquiers par le passé, eh bien la Suisse deviendra le pays où les données les plus importantes du monde seront stockées. Et si nous devenons ce pays, il y aura très certainement une plus-value importante, un gain pour chacun des acteurs. Alors, vraiment, pour moi, ce qui est important, c'est que c'est un moteur de croissance, les données. C'est le pétrole du XXIe siècle. Soit nous les appréhendons correctement et nous nous enrichirons en savoir, économiquement, professionnellement, soit nous divergeons, c'est-à-dire que nous ne nous intéressons pas au sort des données et un jour, quelque chose va survenir qui va être une mauvaise surprise. C'est un boomerang numérique qu'on va prendre dans la figure en disant ben voilà, vous n'avez pas traité les données correctement, alors ce sera soit une amende, soit une intervention qui pourrait être encore plus importante. Dans certains pays, ça va jusqu'à une intervention policière. Ce n'est pas le cas en Suisse, ça ne le sera pas, mais par contre, dans l'Union européenne, c'est déjà arrivé que des gens interviennent dans une entreprise pour vérifier si le traitement de données était conforme. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Fanti. Ce que je vous propose, c'est qu'on a une petite dizaine de minutes pour des questions. Donc, j'ai un micro qui est intéressé. Monsieur Patch. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que cette protection des données n'est pas un peu en contradiction avec l'échange automatique des données qui est demandé pour les banques, surtout par
les États-Unis et la communauté européenne? Ça, c'est la première question. Puis finalement, la protection des données, est-ce que ce n'est pas l'outil majeur des malfrats? Parce que, quelque part, celui qui n'a rien à se reprocher, il s'en fiche de où vont ses données. Celui qui a quelque chose à se reprocher, il va encore attaquer parce qu'on aura divulgué ses données. Alors, sur l'échange automatique d'informations, moi, j'ai posé quelqu'un qui travaillait au Crédit Suisse au moment où toutes ces affaires sont survenues. Je suis absolument opposé à tout ce que nous avons cédé. Je considère que nous avons beaucoup trop abandonné à tous les gens qui ont mis la pression sur la Suisse et que ça a été très mal géré. Je pense d'ailleurs que toutes ces données de collaborateurs des banques qui ont été transférées aux États-Unis, c'est un scandale juste inouï. Et dans d'autres pays du Nord, comme l'Islande notamment, et d'autres pays, le gouvernement aurait dû démissionner. Simplement, on est un pays très pragmatique et nos politiques ont pu livrer. C'est assez amusant ce que vous me dites parce que je lisais la lettre, avant d'entrer ici, une lettre d'un avocat de Genève, Mike Hornung, qui écrivait à notre ancienne ministre des Finances pour lui faire part de sa stupéfaction devant la transmission des données. Et je suis le premier à dire que ce qui s'est passé n'est pas correct. Voilà. Oui, c'est des noms. C'est des données d'autant plus sensibles. Il y a des gens qui n'iront plus jamais aux États-Unis, il y a des gens qui ne voyageront plus jamais. On a des cas comme ceci à l'étude où il y a des gens qui n'ont plus de visa. Et on ne sait pas pourquoi, il faut chaque fois poser des questions. Donc ça, pour moi, on est allé trop loin dans l'échange automatique d'informations. Oui, je pense que notre pouvoir politique est très faible et que certains États ont beaucoup mieux résisté. Maintenant, c'est à nous de poser les exigences. Donc on va bientôt voter sur cet article constitutionnel sur le secret bancaire. Moi, je suis personnellement très favorable à ce que le secret bancaire soit totalement préservé. Je ne vois aucun intérêt à commencer à avoir un échange automatique. Alors, le problème, c'est les voyous. Alors, je vais vous dire, monsieur, moi, mon revenu net imposable est de 366 000 francs. Quel est le vôtre? Le vôtre? Voilà. Vous voyez le problème? Il est très simple. J'ai pris un chiffre au hasard. Voilà. Je vous dis, sinon je vais avoir le fisc sur le dos. Non, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'on ne doit pas défendre la liberté d'expression. Si vous voulez, aujourd'hui, si je suis votre argumentation, le cas de cette commune, qui est publique, c'est la commune de Savièse. Il a été publiquement évoqué partout. Mais moi, on vient me dire, mais écoutez, il y a peut-être eu un acte illicite commis par des employés de cette commune. Mais alors on ouvre tous les mails. C'est exactement ça. Mais puisque vous n'avez rien à cacher, monsieur, on va ouvrir tous les mails. Non, il y a une partie intangible de moi que je ne veux pas communiquer, à laquelle j'ai droit. Et moi, j'estime que si on cède sur cette dernière partie-là, eh bien, tout est perdu. Alors, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, qui dit qu'il n'y a plus de vie privée, aurait gagné. Puis l'autre élément, alors c'est évidemment la difficulté de trouver un point d'équilibre, parce que vous avez des gens qui montrent tout, leurs vacances, leurs voitures, leurs animaux domestiques, leur vin, leur nourriture. J'en fais partie, j'ai un compte privé par contre pour ça. Le reste, c'est sur un compte public. Donc je publie beaucoup de choses, mais je dis aux gens, vous ne savez pas où j'habite, vous ne savez pas avec qui je vis, vous ne savez pas comment est composée ma famille, etc. Ça, ce sont des informations qui demeurent pour moi l'habeas corpus numérique que je ne partagerai pas. Donc pour moi, si vous voulez, pour arrêter quelques malfrats, parce qu'on n'est quand même pas à un niveau de criminalité si élevé en Suisse, au moyen de l'informatique, vous allez sacrifier les libertés individuelles du plus grand nombre. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que nous avons d'autres moyens, dans des cas bien précis, sur la base de soupçons objectifs, d'investiguer uniquement pour ces gens-là. Alors maintenant qu'il y a la nouvelle loi sur le renseignement, la loi sur la surveillance, là, je peux vous dire qu'on est quasiment au même niveau que nos voisins, donc on n'aura plus de difficultés. Par contre, l'exemple de la commune, je l'ai pris justement pour ça, parce que pour moi, l'employé communal qui est accusé peut-être d'avoir maltraité un dossier de construction, le fait qu'on sache qu'il a une maîtresse, une maladie, ou qu'il soit sur le point de quitter l'entreprise, ça n'a rien à voir avec la procédure. Fantastique. Une autre question? Vous avez pris des exemples très concrets pour des employeurs, par exemple l'utilisation des mails privés par les collaborateurs. Est-ce qu'on peut, au niveau du contrat de travail, dire nous tolérons l'utilisation, je dirais, des mails privés, par contre nous ne garantissons pas la protection des données? Non. Est-ce que ça serait Non, juridiquement c'est pas valable? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors moi, je vous dis très franchement ce que je pense. Et ça choque souvent. D'ailleurs, je suis en décalage par rapport à cela avec beaucoup de gens qui disent « Ah, mais c'est impossible ». Moi, j'ai un beau-père qui est professeur de médecine, qui dirigeait une clinique Souva. Un jour, il me dit « Est-ce que tu penses que c'est opportun d'autoriser l'utilisation de Facebook au travail ?»
Je dis, non mais c'est une plaisanterie. Mais pas du tout. Il n'y a aucune raison pour que des gens utilisent Facebook au travail. Et encore récemment, je disais à un chef de département, il n'y a aucune raison pour que des enseignants aient accès à Facebook durant les heures d'enseignement. À moins qu'on me démontre qu'on fait une formation au moyen de Facebook, il n'y a pas de raison. Ces gens-là n'ont rien à faire avec une utilisation d'une infrastructure publique. S'ils veulent aller sur Facebook, ils prennent leur téléphone. Voilà. Et puis là, ils font leur vie. Voilà. Je suis très cartésien par rapport à ça. Dès l'instant où vous avez ouvert la porte pour faire le distinguo entre ce qui est public, privé, bonne chance. Vous imaginez la surveillance? Quand vous avez quelqu'un qui tout à coup pique dans la caisse, 9 fois sur 10, l'employeur fait faux, parce qu'il va essayer de se rapprocher immédiatement de l'auteur, alors qu'en fait, selon le processus légal ordinaire, on devrait sélectionner, par exemple, cette moitié de la salle. On dit, oui, là, par exemple, il y a beaucoup de téléchargements, c'est peut-être là que ça se passe. Puis après, c'est les 2 premiers rangs, parce qu'effectivement, ça vient d'un département où ils ont accès à cette information. Et puis, monsieur qui est ici au premier rang, eh bien, je vais aller lui taper sur l'épaule, puis je vais lui dire, tu sais, hein, c'est peut-être toi qui pique, alors on va commencer à te surveiller. Non, mais il va rire, le gars. Il va dire, on est chez les fous. Donc, en réalité, on est chez les fous. Voilà, parce que c'est ça la réalité pour un patron. Donc, moi, je dis au patron, on n'est pas chez les fous. Si vous permettez, vous tolérez un certain nombre de choses, vous en assumez la conséquence. Si vous dites maintenant, l'utilisation à des fins privées, chez moi, elle est interdite parce que vous avez vos téléphones, vos tablettes, etc., le problème ne se pose plus. Votre infrastructure n'est plus attaquée, vous n'avez pas de virus qui entre dans l'entreprise, etc. Je pense qu'on va en arriver là. Vous verrez, il y a déjà beaucoup de collaborateurs qui viennent avec une tablette au travail, puis voilà, on tolère qu'ils utilisent leur tablette, mais au moins, ils n'utilisent pas l'ordinateur du boulot. Voilà. Après, tout est une question de proportion. Ça dépend de l'activité que vous exercez. Ça dépend de... Il y a des entreprises de placement temporaire qui vérifient que leurs collaborateurs ont sur Internet au minimum tant d'heures par semaine, parce qu'il faut aller chercher soit des emplois, soit des collaborateurs. Donc, ça dépend du métier. Mais moi, je suis en tout cas favorable à une politique très stricte, en disant ce qui n'est pas nécessaire à l'activité professionnelle est interdit. Point. Parce que sinon, on ne s'en sort plus. Et ça devient vraiment très très problématique. Moi j'ai eu des cas où j'ai dû licencier des collaborateurs parce que ça ne fonctionnait pas, parce qu'ils avaient un accès qui était disruptif, je dirais ça comme ça. Quand vous commencez à avoir des impressions sur votre imprimante dans une entreprise d'images pornographiques, ça devient un peu compliqué de comprendre où a été posée la limite chez le collaborateur. Donc, après, vous êtes aussi lié par un droit du travail qui protège le salarié. Alors mieux vaut être franc et honnête avec lui puis lui dire ça non. Ça, on ne tolérera pas. Et puis après, vous faites ce que vous voulez, monsieur. Si vous n'êtes pas satisfait de travailler ici, vous êtes libre d'aller travailler où vous voulez. Plutôt que de dire, voilà, écoutez, on est une entreprise open, tout est open, c'est super open. Et puis après, vous avez Jackie et Michel, qui est le site le plus consulté, comme c'est arrivé encore récemment. Puis vous avez un employeur qui dit, mais moi, je ne comprends pas, c'est quoi ce Jackie et Michel? Oui, on va vous expliquer ce que c'est que Jackie et Michel. Puis après, quand il va falloir aller taper sur les épaules des collaborateurs pour leur dire, mais vous savez, ah non, ce n'est pas du porno, monsieur. Parce que c'est un site de réseautage social. Oui, mais tout le monde est tout nu, monsieur. Oui, mais c'est quand même du réseautage social. Non. Et là, ça pose un vrai problème, parce que l'évolution de la société va faire en sorte que, de toute façon, aujourd'hui, vous aurez toujours un nouveau site qui va devenir le site intéressant. Avant, c'était la 3e page ou la 2e page du Blick, je ne sais pas. Maintenant, c'est ce site-là, puis dans 6 mois, ce sera autre chose. Donc, c'est tellement évolutif que mieux vaut avoir des garde-fous très clairs. Allez, après cette belle évocation... Oui, je voudrais juste revenir à l'échange automatique d'informations. En fait, ce que vous avez cité là au niveau des États-Unis, c'était aussi la peur des banques de perdre leur licence aux États-Unis. Hein. Et c'est vrai qu'au niveau politique, la Suisse n'a pas beaucoup de pouvoir, n'est pas dans l'Union européenne, etc. Mais je pense quand même que l'échange automatique d'informations, en ce qui concerne les comptes entre les pays européens, voire plus loin, est quand même important, parce qu'on a déjà constaté qu'au niveau fisc, rien que de dire qu'il va y avoir l'échange automatique d'informations, ça fait rentrer dans les caisses des millions et des millions de francs. Donc voilà, il y a un degré, puis je pense que de devoir donner des noms, ça c'était un peu exagéré. C'était même pas l'échange automatique d'informations, c'était simplement une pression des États-Unis pour ça. Voilà. Merci. Oui, alors je partage avec vous évidemment le souci de faire rentrer l'argent public dans les caisses. Le deuxième élément, c'est pour moi, qui est très important, c'est effectivement le poids politique. Moi, si la banque avait perdu sa licence bancaire aux États-Unis, je m'en fichais. Je dis très objectivement les choses, et je pense que c'est un choix. L'établissement bancaire qui a joué, qui a perdu, doit payer. Et je doute que le jour où mon entreprise va mal, l'État vienne m'aider comme elle a aidé les banques. Et ce qui me choque,
Le seul point vraiment qui m'a choqué, c'est que je n'ai pas encore vu de banquiers en prison dans ce pays. Par contre, on peut plaindre les États-Unis, mais il y a beaucoup de banquiers en prison aux États-Unis. Alors qu'ici, on peut un peu tout faire, lâcher ses employés, les abandonner. On a vu avec Lehman Brothers aussi. Et il ne se passe rien. Et ça ne me va pas. Moi, c'est ce qui me déplaît. Mais sur le fond, la politique rationnelle, elle a fait ses preuves.